Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier débrief. On débrief le Grand Prix de Bahreïn, le 999e Grand Prix de l'histoire de la F1. Je suis cette semaine en compagnie de Louis Matelin qui nous rejoint comme la semaine dernière. Bonjour Louis. Bonjour Aurélien, bonjour Clément, bonjour à tous. Et d'Aurélien Attard, bien évidemment, notre fidèle consultant. Et bonjour à tous. Alors nous allons débriefer ce Grand Prix remporté par Lewis Hamilton, un nouveau doublé des Mercedes, un podium de Charles Leclerc sauvé, on en reparlera dans le dernier tour suite au double abandon des Renault, un Grand Prix assez spectaculaire que je vais vous laisser me résumer. Alors une pole de Charles Leclerc qu'on attendait pour sa première victoire, des batailles entre Ferrari et Mercedes, Red Bull qui survit derrière et qui confirme, la bonne forme des McLaren et des Alfa Romeo, bref un Grand Prix qui nous a confirmé plein de choses et nous a laissé quelques petits doutes. Messieurs, je ne sais pas qui veut commencer. Aurélien, peut-être. Qu'as-tu pensé de ce Grand Prix de Bahreïn 2019 ? Écoute, j'ai été agréablement surpris devant ce Grand Prix de Bahreïn parce que je m'attendais à m'emmerder, tout simplement. Et puis au final, non. Il y a eu des dépassements partout. Il y a eu du suspense, des rebondissements, des abandons, des joies, des larmes, des pleurs, du sang. Enfin bref, tout ce qui fait un bon Grand Prix, quoi, en somme. Donc vraiment, très bon Grand Prix. Assez malheureux, bien sûr, pour Charles Leclerc. On aura le temps d'en reparler. Louis, qu'en as-tu pensé ? Eh bien, ouais, mais je vais te rejoindre sur ton opinion, justement. C'était un Grand Prix très intéressant, avec beaucoup de rebondissements, du suspense, non seulement aux avant-postes, puisqu'on a 3 pilotes qui ont été en mesure de s'imposer, mais aussi au milieu de tableau, où il y a beaucoup de pilotes qui se sont battus pour aller chercher des bons points dans le top 10. Donc c'était une course intéressante à tous les niveaux. Alors oui, on a eu un Grand Prix effectivement plutôt intéressant et je pense qu'on peut aborder le premier point déjà sur ce Grand Prix, c'est Mercedes. Messieurs, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que Mercedes a déjà avec elle la chance du champion ? Je pense que c'est un peu trop tôt pour répondre à cette question. On se souvient l'année dernière, à la fois Ferrari et à la fois Mercedes ont eu des moments de malchance en début de saison et puis finalement ça s'est décanté un peu plus tard. Donc c'est encore un peu trop tôt pour le dire, d'autant que la Ferrari est très performante et Ferrari va revenir, c'est clair. Mais c'est toujours bon d'avoir un peu de chance de son côté, effectivement. Oui, je suis assez d'accord. Au final, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la chance ? Je sais pas trop, je saurais pas trop le dire. Je dirais plus que c'est Ferrari qui a un petit peu merdé, qui a tout gâché, et Mercedes était derrière, mais après de là à dire que c'est de la chance, non, je m'avancerai pas là-dessus. Alors parlons plutôt de la malchance de Ferrari. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course de la Scuderia ? À quel moment cela a été-il mal géré concernant les deux pilotes d'ailleurs ? À quel moment ça a été mal géré pour Vettel ? À quel moment ça a été mal géré pour Leclerc ? Quelles sont les parts de responsabilité des deux pilotes ? Je me doute de vos réponses, mais quelles sont pour vous les parts de responsabilité des deux pilotes et de l'équipe ? Je pense que concernant la Scuderia, la course a été plutôt bien gérée. Avec deux pilotes qui ont pu se battre, alors qui se sont battus, mais on a su après que c'était pas tout à fait le cas. Il y a eu des petites consignes chez Ferrari qui n'ont pas été respectées par Leclerc, mais de toute manière il était plus rapide et je pense qu'on l'aurait laissé attaquer Vettel quoi qu'il arrive. Maintenant je pense que ça a été assez bien géré par Ferrari, puisque à la fois Vettel et à la fois Vettel en début de course quand Leclerc a raté son départ, puis par la suite justement Leclerc qui a repris le commandement ont été en mesure de mener la course pour pourquoi pas aller s'imposer en fin de course. Maintenant il y a eu un souci au niveau de la voiture, alors est-ce que le développement moteur a été trop poussé chez Ferrari, ce qui a provoqué cette panne? Bon, c'est une question à laquelle on peut pas répondre pour l'instant. En tout cas pour moi la course de Ferrari a été plus ou moins bien maîtrisé. Voilà, il y a un petit grain de sable qui fait capoter la course de Leclerc, et puis Sébastien Vettel, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais de nouveau il craque un peu sous la pression, il craque face à Leclerc, il craque face à Hamilton, et je pense que, on le disait tout à l'heure, la partie n'est pas perdue pour Ferrari, mais en tout cas elle est très mal emmanchée pour Vettel, ça c'est sûr. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Personnellement, je trouve que, mis à part Ferrari qui a bien géré la course, les pilotes aussi ont très bien géré.
parce qu'au final, quand Leclerc a attaqué Vettel en début de course, Vettel a pas cherché justement la bagarre. Il a très vite compris que ça ne servait à rien, justement. Et donc du coup, il a laissé Leclerc filer. Donc là, pour le coup, c'était très bien géré. Quelque part, je sais pas si des consignes étaient vraiment nécessaires. Ce sont quand même de grands garçons, Leclerc et Vettel. Et puis, deux pilotes Ferrari qui s'accrochent, j'ai pas le souvenir que ça soit quelque chose de très commun en Formule 1. Donc ouais, le début de course de Ferrari était vraiment très très bon. Clairement, Ferrari a une très bonne voiture, c'est clair, net. Reste à voir sur les prochaines courses si, justement au niveau de la fiabilité, ils seront en mesure de mener une course du début à la fin. Alors justement, focalisons-nous plutôt sur le cas des deux pilotes, de Leclerc et de Vettel. Déjà, tu parlais des consignes, Louis. On se rappelle qu'au 4e tour de course, Leclerc fait passer un message à la radio. Il dit « Je suis plus rapide, je suis plus rapide ». Donc c'était déjà une affirmation comme quoi il souhaitait dépasser Sébastien Vettel, peut-être malgré des consignes, ce qu'on a appris après. Et pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai vu une différence d'attitude entre les deux pilotes, c'est-à-dire que Leclerc a raté son départ, il était donc sous pression, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remonté progressivement les deux voitures qui étaient devant lui, il a remonté Hamilton très rapidement, il a remonté, il y avait Bottas aussi à un moment je crois, il a remonté Vettel au bout de 5 tours. A contrario, Vettel, lorsqu'il a été mis sous pression, que ce soit par Leclerc ou par Hamilton, il a fauté jusqu'à ce tête à queue qui n'est pas du niveau d'un quadruple champion du monde quand même s'il y avait beaucoup de vent sur la piste qu'on peut concevoir. On a eu l'impression que là où Charles Leclerc ne craquait pas sous la pression, c'était le cas de Sébastien Vettel. Alors la question, moi je l'ai vu courir personnellement un peu partout sur les réseaux sociaux et même chez des journalistes. Est-ce qu'on n'est pas en présence de la reproduction du cas de 2014 ? Est-ce que Charles Leclerc n'est pas le nouveau Daniel Ricciardo pour Sébastien Vettel ? Écoute, ouais, c'est vrai qu'il y a de fortes ressemblances quand même. Après, je pense qu'aussi c'est un petit peu la volonté de Ferrari en ayant signé Leclerc, justement essayer de bousculer un petit peu Vettel qui était en difficulté la saison dernière. Et puis, ça aurait pu agir comme un boost pour Vettel justement. Le fait de se sentir un petit peu menacé, ça aurait pu, comment dire, que quelque part quelque chose en lui se réveille, qui retrouve un petit peu le feu sacré qu'il avait auparavant à l'époque Red Bull. Et puis au final non, pas du tout, parce que Vettel, au final, le Vettel de 2018 et le Vettel de 2019 se ressemblent exactement. Il y a cette erreur, ce tête à queue, comme tu as dit, qui est peut-être due au vent, certes, mais mis à part Vettel, personne n'a fait un tête à queue de la course. Personne. Il y a bien Kvyat, bien sûr, mais bon, c'est suite à un contact avec Giovinazzi. Non, Vettel, c'était vraiment tout seul. Il n'y a pas eu de contact avec Lewis Hamilton. Pilote part tout seul en tête à queue. Il y a eu l'explosion de l'aileron avant. Bon, ça, bien sûr, c'est malheureux, mais c'est dû justement à ce tête à queue, puisqu'il avait des pneus carrés, que ça vibrait de partout. On attendait justement un électrochoc, une remise en question côté Vettel. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu à la signature de Leclerc. Il n'y en a pas eu pendant l'intersaison. Il n'y en a pas eu justement après la pole de Leclerc à Bahreïn. C'est à se demander si vraiment Vettel va se remettre en question un jour. S'il est capable de faire, je ne sais pas, de se remettre en question, de retrouver le feu sacré. Vraiment, le cas de Vettel me désole, il me désespère totalement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, si ce n'est que moi j'attendais pas vraiment une remise en question ni même un électrochoc de Vettel. On sait que c'est un pilote qui a besoin d'être soutenu à 100% par son équipe, qui a besoin d'avoir son équipe vraiment totalement derrière lui. Et lui mettre dans les pattes un jeune pilote très talentueux qui allait dans l'ongle, c'était la meilleure des manières, même en fait, avant que ça se déroule, avant que ça se passe, on pouvait très fortement se douter que c'était la meilleure des manières de le déstabiliser et de le rendre encore plus fragile, entre guillemets, parce que bon, ce sont quand même des pilotes de Formule 1, ils résistent déjà beaucoup à la pression, mais il n'y a pas ce petit supplément de résistance à la pression chez Vettel qu'on peut avoir chez Hamilton ou chez Alonso à une certaine époque, par exemple. Donc oui, moi cet électrochoc de Vettel, je l'attendais pas vraiment et ça me surprend pas vraiment de voir Vettel vraiment déstabilisé par les performances de Charles Leclerc. C'était assez évident, je pense, qu'à partir du moment où Charles Leclerc allait prendre en assurance
et allait être capable de venir le challenger qu'il allait faire des erreurs comme ça. Et puis on peut rajouter aussi que lorsqu'on était face à Ricciardo chez Red Bull, Vettel était l'enfant de Red Bull qui avait grandi dans le cocon depuis des années et était quand même protégé par rapport à Ricciardo. Même si Ricciardo avait grandi dans le cocon, c'était pas le quadruple champion du monde formé à la maison. Là par contre, Vettel est arrivé chez Ferrari en tant que recrue quand Charles Leclerc est un enfant de Ferrari réellement et de la Ferrari Driver Academy. Donc c'est plus lui qui est en position de protéger, mais le jeune Leclerc. Donc c'est là aussi où peut-être qu'on va avoir des soucis dans la suite, c'est que Vettel n'est même pas dans un cocon, comme tu le dis, comme chez Red Bull. Là il est vraiment exposé face à un gamin qui lui a toutes les cartes en main. Si on passe à une autre écurie qui a eu beaucoup à perdre ce week-end et d'un pilote qui a beaucoup perdu, je pense, c'est Ricciardo et Renault. Le contraste entre Renault et Red Bull a été incroyable ce week-end, puisque là où Red Bull a encore signé un quasi-podium avec Max Verstappen et une course très très solide, eh bien Renault s'est enfoncé dans les profondeurs du classement pour Ricciardo. Hülkenberg a eu un peu moins de mal en course et s'est toujours maintenu autour de la 6e, 7e, 8e place. Et au final, ce double abandon très marquant à 3 tours de la fin. Alors messieurs, est-ce que pour Renault et pour Ricciardo, le pari est déjà perdu face à Red Bull ? Pour cette année, clairement. Mais maintenant, on sait que Renault voulait plutôt s'inscrire sur le moyen, voire le long terme, notamment en recrutant Daniel Ricciardo. On se souvient que Esteban Ocon aussi avait été approché, on cherchait des pilotes pour construire sur le long terme. Et donc, on se doutait bien que tout n'allait pas se mettre en place dès cette année. Maintenant, il y a une base qui est solide. Je pense que l'usine, que ce soit à Hindstone ou côté moteur à Viry-Châtillon, il y a des bases solides pour faire de bonnes choses. Il y a 2 bons pilotes. Il y a eu des recrutements de fait l'année dernière. Forcément, tout ne se met pas encore en place. Ça va être compliqué d'aller chercher les top teams. Et de toute manière, sans bouleversement au niveau des règlements, donc pas avant 2021, 2022, selon la date à laquelle les nouvelles règles seront mises en place, ce sera compliqué pour Renault de revenir de toute manière, mais d'ici 2-3 ans, on risque peut-être de voir tout ce travail porter ses fruits. Maintenant, en Formule 1, maintenant, on ne peut pas rattraper son retard en une saison. On l'a vu avec McLaren, avec Honda, et donc il faut être patient, et c'est pas encore perdu, loin de là. Ils vont progresser, Renault. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, quand Ricciardo a signé chez Renault, c'était bien sûr un pari à long terme plutôt qu'à court terme. Donc c'est un petit peu normal de les voir en difficulté en ce début de saison. Par contre, ce qui est pas normal, c'est de voir que les 2 voitures abandonnent sur des problèmes moteurs. C'est un petit peu un comique de répétition chez Renault. C'est-à-dire que depuis leur retour en Formule 1 en 2016 et même depuis le passage à l'ère hybride, ils ont du mal. À chaque fois, il y a des problèmes chroniques de fiabilité et ils sont pas en mesure de les résoudre. Pour moi, si Renault souhaite triompher avec Ricciardo à l'avenir, il faut des changements obligatoirement, et ça passe par le renvoi de Cyril Abiteboul. Tout simplement, il n'est pas l'homme de la situation, très, très clairement. Il n'est pas capable de tirer Renault vers le haut. Tu penses qu'il faut remplacer Cyril Abiteboul? C'est le cas le plus urgent actuellement? Si Renault veut progresser, oui, ils ont des bons pilotes, ça c'est sûr. Hülkenberg, il est reconnu comme étant un pilote très très bon qui n'a pas le succès qu'il mérite justement. Et puis Ricciardo, il n'est plus à présenter, très très bon. Peut-être le seul pilote qui a été en mesure de déstabiliser Verstappen chez Red Bull. Donc les pilotes sont bons, les ingénieurs sont bons, ils ont des bons hommes. Ils ont recruté l'an passé Butkowski qui bossait avant à la FIA, donc le type sait un petit peu comment ça se passe et comment concevoir une bonne voiture. Et puis ça marche pas. Donc s'il y a quelque chose qui cloche, ça vient forcément de la direction, et donc Abiteboul est à remplacer. Louis, qu'est-ce que tu changerais toi sur le team Renault pour les faire progresser d'ici la nouvelle réglementation, pour que ça ait des effets dans cette année ou les années qui arrivent? Effectivement, j'en rejoins un peu Aurélien sur ce qu'il vient de dire, à savoir que Abiteboul a l'air un petit peu quand même dépassé par les événements à la tête de Renault. On le voit souvent s'en prendre un peu à qui il a sous la main. L'année dernière, c'était Red Bull. Cette année, c'est les écuries B. Donc voilà, il y a toujours une bonne excuse, il y a toujours un souci qui n'arrive pas à régler. On a l'impression qu'il est vraiment dépassé par les événements. Maintenant, j'ai un peu de mal à croire que seulement le chef d'écurie est responsable de tous les maux qu'on trouve dans l'écurie.
Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à modifier pour que Renault retrouve l'avant de la grille. Et je pense aussi que Renault, malgré les moyens qui ont été mis, malgré des recrutements faits l'année dernière et même encore avant, malgré le recrutement de Ricciardo, je pense que Renault met moins d'argent sur la table que Mercedes ou Ferrari, et Red Bull aussi d'ailleurs, surtout depuis le partenariat avec Honda. Et je pense que ça se ressent en piste forcément. Donc il faudrait peut-être mettre plus de moyens, mais maintenant ce n'est pas non plus l'envie de Renault, je pense, de dépenser énormément d'argent en Formule 1. Donc à voir si Renault est capable de, pas forcément de dominer, mais en tout cas de rejoindre l'avant de la grille avec un budget inférieur aux 3 top teams. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, mais je veux juste ajouter que, par exemple, tu prends l'exemple de Racing Point, anciennement Force India, qui, avec un budget vraiment dérisoire, clairement inférieur à Renault, ont été capables de signer à plusieurs reprises des podiums. Certes, bien heureux, mais bon, ils étaient là quand l'occasion s'est présentée. Pérez à Bakou en 2018, et à Bakou en 2017 d'ailleurs, il me semble qu'il était sur le podium aussi. Enfin, bref, voilà, tout simplement. Et puis on peut rajouter que la structure de Enstone est plutôt bonne, puisque lorsqu'on était sous l'écurie Lotus où on avait beaucoup moins de moyens, les hommes ont réussi à développer des voitures qui, pour par exemple la voiture de 2012 ou 2013, étaient vraiment des top voitures. Donc c'est sans être un constructeur, donc peut-être qu'effectivement c'est la nouvelle direction qui est arrivée, qu'il faut un petit peu remanier. On a parlé d'écurie française, parlons de nos pilotes français avec un week-end pas très glorieux. Un Romain Grosjean qui s'est malheureusement fait harponner dès le second virage, et qui a terminé sa course au 16e tour suite à des dégâts, et un Pierre Gasly qui, de son propre aveu, et là c'est un peu plus embêtant, n'est pas à l'aise dans la Red Bull. Alors messieurs, que se passe-t-il pour nos Français ? Je vais laisser Louis commencer. Qu'est-ce qu'il faut changer pour nos Français d'ici peut-être le retour en Europe, parce que dès le prochain Grand Prix ça sera compliqué. Pour Grosjean, j'ai envie de dire pas grand-chose malheureusement. À Melbourne, il était assez rapide, il était dans le coup, il a eu un petit souci au stand qui l'a placé derrière le bon train, puis cette roue qui se détache, donc il y est vraiment pour rien. Ici à Bahreïn, il était derrière son équipier, certes, on y reviendra tout à l'heure je pense, il était derrière son équipier, mais il était quand même dans le top 10, notamment en qualification. Il a fait une bonne qualification, il s'est qualifié en Q3. Il y a cette pénalité de 3 places qui tombe, pour laquelle il n'y est pas pour grand chose, puisque son écurie ne l'a pas prévenu qu'une McLaren arrivait très vite. Je crois que c'était Norris qui arrivait très vite derrière. C'était Lando Norris, ouais. Donc voilà, il n'y est pas pour grand chose. Du coup, il part plus loin, il part vraiment à l'endroit le plus dangereux de la grille, aux alentours de la 10-12e position, où tout le monde essaie de jouer des coudes pour rentrer dans le top 10 au premier virage. Et il se fait avoir par Stroll. Il n'y est pas pour grand chose non plus dans cet accrochage, toutes les voitures sont très proches les unes des autres. Voilà, c'est vrai que même s'il n'est pas toujours responsable des accrochages, Grosjean il est quand même souvent impliqué. Alors voilà, c'est pas 100% de son fait, mais il est toujours dans les bons coups, j'ai envie de dire. C'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer que pour lui que ça se passe bien et qu'il réussisse à faire une course propre. Avec aucun problème qui vient de l'extérieur, et je pense que si c'est le cas, il devrait réussir. Maintenant, je pense qu'il n'a pas trop de regrets à avoir, parce qu'on l'a vu avec Magnussen, le rythme de course pour les As était assez loin des points finalement, donc peut-être pas beaucoup de regrets à avoir pour Grosjean. Et pour Gasly ? Et pour Gasly, c'est compliqué. L'adaptation sur la Red Bull est compliquée, et finalement, est-ce que c'est pas avec Gasly qu'on voit le vrai niveau de la Red Bull Honda ? Max Verstappen est un des meilleurs pilotes de la grille, il est peut-être capable de transcender un peu sa monoplace lui aussi. Il est chez Red Bull, il connaît bien l'équipe. Donc bon, j'ai envie de laisser un peu plus de temps à Gasly. Maintenant, on sait que Red Bull n'est pas du genre à laisser du temps à ses pilotes pour performer, donc il va falloir qu'ils se reprennent très très vite. Pour Grosjean, ouais, je vais te rejoindre. C'est pas vraiment de sa faute, même pour la pénalité, c'était pas vraiment de sa faute. En effet, son ingénieur l'avait pas prévenu, donc ouais, c'est justement un des rares incidents où on peut dire c'est pas la faute de Grosjean, mais malheureusement, comme il y a un passé, comme Grosjean c'est un petit peu un client en ce qui concerne les incidents de course, c'est facile du coup de lui tomber dessus. Donc ouais, je peux comprendre un petit peu
pas cet acharnement, mais c'est vrai que la presse, les journalistes, les spectateurs, ils vont un petit peu, ils vont pas de main morte justement en parlant de Grosjean, et bon, ça aide pas justement à ce que le pilote aille mieux au niveau psychologique. Après oui, c'est sûr que comme le rythme de la Haas c'était pas très bon, donc au final c'est mieux qu'il ait abandonné très tôt, comme ça il a pu se changer et prendre le premier avion pour rentrer chez lui. Bon, blague à part, pour Gasly. Ouais, c'est assez problématique. En Australie, ça l'était déjà. À Bahreïn, ça l'est aussi. Donc ça commence à faire justement pour Gasly. Il faut qu'il se reprenne obligatoirement. En Q1, encore une fois, il a failli passer à la trappe parce que il était incapable de tourner dans les temps de Verstappen. En Q2, justement, comme il ne tournait toujours pas dans les temps de Verstappen, il s'est fait sortir, ce qui était logique. Et puis en course, on l'a vu dépassé par une Toro Rosso. Encore une fois, bon, fort heureusement, il est parvenu à reprendre le dessus plus tard en course, mais c'est problématique. Généralement, c'est les Toro Rosso qui s'écartent pour laisser passer la Red Bull, et là on voit que la Red Bull se fait manger par une Toro Rosso qui est en toute logique clairement inférieure tant sur le moteur que sur l'aéro. Donc il y a clairement un problème avec Gasly, et j'espère pour lui qu'il va pouvoir se reprendre en Chine, parce que sinon t'as Horner qui va lui tomber dessus, t'as Marco qui va lui tomber dessus, et à partir de là c'est terminé, il pourra plus s'en remettre, il va se noyer. Et puis on peut rajouter qu'il a bu le calice jusqu'à Ali, puisqu'il a été victime d'un des très rares mauvais arrêts au stand de Red Bull chaque saison. C'est lui qui l'a subi, donc effectivement un mauvais Grand Prix pour Pierre Gasly. Avant de passer au résultat des pronostics, messieurs, dites-moi sur 10 une petite note pour ce Grand Prix, afin de faire un étalonnage sur l'année. On verra quels ont été les Grands Prix préférés de tous nos intervenants. Aurélien, ta note sur 10 pour ce Grand Prix? Écoute, étant donné que pour moi un 10 c'est un Spa à 98, je donnerais un bon 8 à ce Grand Prix de Bahreïn. Un bon 8, et toi Louis? Oui, j'allais partir sur un 8 aussi. Si on part sur les bases de l'année dernière, c'était quand même un très beau Grand Prix. On n'a pas encore des rebondissements pour le championnat, etc., qui transcendent vraiment une course comme on peut le voir au Brésil en 2008 par exemple, ou même en Allemagne l'année dernière, mais c'était un beau Grand Prix avec des rebondissements, donc oui, 8 c'est bien. Alors si on passe à vos pronostics, Aurélien, tu nous avais dit Vettel vainqueur devant Hamilton et Bottas. Eh bien, tu as 2 personnes sur le podium, mais malheureusement Vettel n'en fait pas partie. Vettel que tu avais aussi mis en pilote du jour, on peut dire qu'il nous aura animé le Grand Prix, mais pas dans le bon sens. Louis, tu nous avais mis Hamilton vainqueur, bien joué, devant Vettel et Bottas. Une deuxième personne sur le podium, mais malheureusement toujours pas de Sébastien Vettel, et tu nous avais mis une Red Bull en Driver of the Day. Malheureusement, c'était Charles Leclerc. Et personnellement, j'avais mis Hamilton vainqueur de la course, mais devant Vettel et Verstappen. Donc c'est moi qui ai eu le moins donné de nous trois. Mais j'avais mis Albon en Driver of the Day, et je pense que j'en étais pas loin, parce qu'on a eu une belle course de la part d'Alexander Albon. Maintenant, si on passe à vos pronostics par équipe, tous les deux, vous nous aviez dit Lewis Hamilton dominerait Mercedes, c'est le cas. Vous vous étiez trompés tous les deux en même temps sur Ferrari, puisque Sébastien Vettel a été mangé par Charles Leclerc. Bien évidemment, vous aviez vu Max Verstappen dominer chez Red Bull, ça a été le cas. Légère différence chez Haas, puisque Louis, tu as vu Romain Grosjean passer devant. Malheureusement, c'est Aurélien qui a eu raison avec Kevin Magnussen. Chez Renault, encore une fois, Aurélien avec Nico Hülkenberg avait raison, puisque Louis, tu avais pronostiqué Daniel Ricciardo qui a été toute la course derrière son coéquipier. Chez Alfa Romeo, vous aviez tous les deux dit que Kimi Raikkonen avait bouffé Antonio Giovinazzi. D'ailleurs, je pense que dans les flops, on pourra parler de Giovinazzi. Chez Racing Point, effectivement, comme vous l'aviez prédit tous les deux, Sergio Pérez a pris l'avantage. Chez Toro Rosso, eh bien Louis, c'est toi qui avais eu du nez, puisque tu nous avais donné Alexander Albon comme pilote dominant sur Daniel Kvyat, et c'était le bon choix. Je me rattrape un peu. Exactement, tu te rattrapes de 1. Chez McLaren, vous avez tous les deux dit Carlos Sainz, et c'est le jeune Lando Norris qui est passé devant. Et chez Williams, pas de surprise, c'est George Russell, comme vous nous l'aviez annoncé, qui est passé devant. Alors messieurs, dites-moi quel est pour vous le pilote de la journée et le flop de la journée. Louis, je te laisse commencer. Alors le top de la journée, Charles Leclerc, il a parfaitement maîtrisé son sujet. J'hésite aussi avec Carlos Sainz, puisque tu viens de dire que Lando Norris l'avait dominé, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Carlos Sainz faisait une très belle course, il était même à l'attaque sur Verstappen quand il y a eu cet accrochage qui a complètement ruiné sa course. Puis de toute manière, il a eu des problèmes de boîte en fin de course, donc pas de souci. Mais donc oui, Driver of the Day, Charles Leclerc, il a parfaitement maîtrisé son sujet, il n'y a rien d'autre à dire. Malheureusement pour lui, ce problème de moteur l'empêche d'aller chercher sa première victoire en Grand Prix, mais elle va venir très vite.
Puis le flop du jour, il est chez Ferrari aussi. Hein. Pour moi, Sébastien Vettel, qui faisait partie des favoris pour le titre avant le départ de la saison, là montre que ça va être très très compliqué s'il ne s'en reprend pas très vite. Ça, c'est une erreur indigne d'un prétendant au titre. Aurélien, quel a été ton top de cette course et ton flop de cette course? Je suis obligé de mettre Leclerc en top parce qu'il a fait preuve d'une maturité extraordinaire et il méritait très clairement de gagner. Après, concernant les flops, c'est vrai que j'aimerais bien dire Vettel, mais je vais varier un petit peu, je vais tirer sur l'ambulance et je vais mettre Robert Kubica et Williams dans l'ensemble, bien sûr, parce que aller voir, ça fait de la peine, justement. Et il faut le dire, il ne faut pas tomber dans l'oubli et faire comme si tout allait bien chez Williams ou faire abstraction complètement de Williams. Il faut le dire, ça ne va pas chez Williams et c'est malheureux. Et je suis complètement désolé pour eux parce que leur saison est complètement foutue. Ils vont être derniers de Melbourne jusqu'à Abu Dhabi. Donc voilà, malheureusement, c'est un flop très peu joyeux. Écoutez, je vais vous rejoindre sur le top. Je pense que Charles Leclerc nous a illuminé cette course et aurait dû la gagner et méritait de la gagner. Donc effectivement, ça aurait été beau en plus de voir l'héritier de Jules Bianchi gagner dans une Ferrari. Ça nous aurait, en tant que Français, ça nous aurait fait un petit peu chaud au cœur. Mais voilà, donc Charles Leclerc. Par contre, en flop, messieurs, je vais mettre celui qui est pour moi le pire pilote du plateau 2019 pour le moment. C'est Antonio Giovinazzi. Resté bloqué en Q1 en qualification avec Stroll et Hülkenberg qui étaient des surprises, mais Giovinazzi, je ne sais pas ce qu'il faisait là en tant qu'éliminé avec la voiture qu'il avait, étant donné que Kimi Raikkonen a fait Q3 avec cette voiture. Et puis toujours pas de points en 2 courses, c'est Raikkonen qui a rapporté tous les points d'Alfa Romeo et une grosse erreur d'appréciation sur Daniel Ricciardo. Donc pour moi, encore en dessous de Robert Kubica à l'heure actuelle, sachant que Kubica n'a qu'un bras, c'est Giovinazzi pour lequel j'émettais des doutes avant le début de la saison, et pour l'instant ces doutes se confirment. Je vois pas aller très loin. Écoute, c'est tout à ton honneur et on l'accepte. Écoutez messieurs, je vous remercie pour cette émission et on se retrouvera très bientôt pour d'autres présentations et d'autres émissions, notamment pour le 1000e Grand Prix de l'histoire de la F1 dans un peu plus d'une semaine et demie à Shanghai en Chine pour une célébration des 70 ans de la F1. On espère que ça sera une très belle fête. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci, au revoir. Au revoir.